Shazam! Meow. Si je vous demande quel est le premier super-héros sur un écran et en quelle année, qu'est-ce que vous me répondez? On s'en balance. Bien que cette question soit complètement inutile puisque vous avez vu ma vignette. Mais bon, on va faire comme si. Pour avoir déjà posé la question autour de moi, la réponse qui revient le plus souvent, c'est Superman. La plupart des gens pensant principalement au film de Richard Donner en 1978. Faux! Et clairement, on est très loin de la réponse que j'attends. D'autres me répondront également Superman, mais ne se référant pas à une œuvre précise, mais partant du principe que c'est Superman, parce que c'est le symbole du super-héros absolu, effectivement référencé comme étant le premier super-héros tel que nous les connaissons aujourd'hui. Ça, c'est une donnée plutôt acquise, même du grand public. Et attention, je fais bien la distinction entre un héros, comme Zorro, créé en 1919, et un super-héros qui, par définition, lui, est doté de pouvoirs surhumains. Des capacités qui ne découlent pas d'aptitudes héritées par un entraînement rigoureux, mais bien des capacités que personne ne peut obtenir sur cette terre dans la réalité. D'où le terme surhumain. Eh bien, en vérité, Superman n'est pas le premier super-héros porté à l'écran. Et je n'essaie pas de jouer sur les mots entre écran de télé et écran de cinéma, ou même entre animation et live action, puisque le super-héros dont nous allons parler aujourd'hui est apparu au cinéma en live action quelques mois avant que Superman n'apparaisse, et uniquement à la télévision et en animation. C'est donc bien le Capitaine Marvel, comme vous avez pu le voir sur la vignette, le tout premier super-héros à avoir eu les honneurs d'une matérialisation humaine et d'une projection en salle. Sous forme de serial. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial. Non, les gamins de l'époque voyaient pas des petits Capitaines Marvel flotter dans leur bol de lait. Je vous parle de serial. Et à la question que j'ai souvent entendue autour de moi et à laquelle je vais répondre, mais c'est quoi un serial? Pour simplifier, le serial, c'est l'ancêtre de la série télévisée. Le serial est à la série télé ce que le laserdisc était au DVD. Et à ceux qui se posent la question, mais c'est quoi un laserdisc? Eh bien vous vous démerdez, vous demandez à vos parents. Je vais pas m'éparpiller comme ça durant toute la vidéo, sinon elle va durer 3 plombes. Les sérioles étaient très populaires au début du siècle dernier, le XXe siècle. Je précise parce que je ne sais pas pendant quel siècle vous découvrez cette vidéo. Il y avait donc un paquet de sérioles. Il s'agissait d'un feuilleton découpé en plusieurs épisodes pour en faire des courts-métrages qui seraient diffusés en salle pour un public souvent assez jeune. Chaque épisode restait une semaine à l'écran et la semaine suivante, le nouvel épisode était disponible. Les épisodes se terminant très souvent sur un cliffhanger qui vous donnait très envie de voir la suite. Des fourbes, ces vendeurs de popcorn! Et à ceux qui me demanderaient, c'est quoi un cliffhanger? Oui, c'est un film avec Stallone. En 1956, le serial est définitivement mort. Paix à son âme. Après plus de 40 ans d'existence. L'une des grandes différences avec le concept des séries, qui existait déjà, c'est qu'une série comportait des épisodes suivant le même protagoniste, tout comme le serial, cela dit, mais dont les histoires n'étaient pas spécialement liées, si ce n'est par le décor et les personnages. Pour être un peu plus clair, je vais vous citer un exemple populaire, par exemple MacGyver. Si vous tombiez sur un épisode de MacGyver, vous aviez une histoire indépendante que vous pouviez comprendre sans avoir vu les épisodes précédents. En tout cas pour presque tous les épisodes. Un format très classique pour les séries télé pendant des décennies avant qu'elles ne redeviennent au final des sortes de serials si on peut dire. Puisqu'aujourd'hui la plupart comportent toutes des épisodes vitaux à la compréhension de l'œuvre globale et à l'avancée psychologique des personnages. Impossible de tout comprendre à un épisode de Buffy, par exemple, si vous n'aviez pas vu les épisodes précédents. On retrouve d'ailleurs dans nos séries modernes le concept de cliffhanger, soit des fins d'épisodes laissant le spectateur en suspension, parfois dans un tel état de stress et d'impatience qu'on frôlait la tachycardie. Ce qui n'était pas très bon pour la santé du spectateur qui se sentait trop impliqué. Le serial, lui, était une histoire écrite de A à Z, puis morcelée. Chaque épisode commençait là où le précédent se terminait. Il vous était donc impossible de comprendre, si vous commenciez au 7e épisode, pourquoi le héros se trouvait dans telle ou telle situation, ni même les dessins des grands méchants, sauf s'ils étaient réexpliqués par l'un des personnages en cours de route. Autre point commun avec nos séries d'aujourd'hui, le serial avait souvent un pilote, un premier épisode plus long que les suivants. Toujours envoyer le plus long en premier pour que les suivants glissent tout seuls. C'est la même règle que dans un gangbang. Donc voilà, vous savez maintenant dans les grandes lignes ce qu'est un serial et nous allons enfin pouvoir traiter du Capitaine Marvel de chez DC Comics. Bien qu'à ce moment-là, le Capitaine Marvel de DC Comics n'appartenait pas encore à DC Comics. Il va falloir que je vous explique ça aussi.
Et là déjà j'en entends certains d'entre vous, parce que j'ai Louis Fine, Captain Marvel, chez DC, mais qu'est-ce que t'as fumé, Sid? Je vous répondrai dans un premier temps que ma consommation de feuillage magique n'a aucun rapport avec ce que je viens de vous dire. C'est certes un peu brouillon pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais je m'en vais vous la conter. Pour notre petite histoire, tout commence en 1939, date à laquelle naît Fawcett Publication. Mazel Tov, c'est un éditeur de comics. Un jeune éditeur qui compte bien capitaliser sur le succès d'un certain Superman qui cartonne depuis 6 ans maintenant. 1939 est aussi l'année de naissance de Batman qui, comme vous le savez peut-être, a également laissé sa petite trace dans l'histoire. Ce succès inspire grandement l'éditeur qui aimerait lui aussi percer et sortir de l'obscurité insondable qu'est celle de l'anonymat. On peut donc dire que Superman, pour Fawcett Publication, c'est un peu comme un phare dans la nuit. C'est donc le phare à Fawcett. Et c'est en février 1940 que sort chez Fawcett Publication le deuxième numéro de Whiz Comics qui comporte la première apparition du capitaine Marvel. Et à ce moment-là, c'est donc bien Fawcett Publication qui crée le premier personnage de super-héros avec le mot Marvel dans son patronyme. Car Marvel Comics n'existe pas encore en tant que Marvel Comics. Il est encore Timely Comics et ne mutera en Marvel Comics qu'au début des années 60. Quant à DC Comics, il n'est pas encore DC Comics mais s'appelle toujours National Comics. Et oui, Fawcett Publication n'a pour l'instant absolument aucun rapport avec le futur DC Comics. Ça va jusqu'ici, vous suivez? En 1948, après quelques années couronnées d'un grand succès pour le capitaine Marvel, National Comics, futur DC Comics, donc intente un procès à Fawcett Publication pour plagiat de leur Superman. Comme la justice se décide toujours aussi rapidement qu'une femme dans un rayon de cosmétiques, il faut attendre 1953 avant que les choses ne bougent et c'est Fawcett Publication, alors en piteux état financier, après des années prospères, qui décide de régler ça à l'amiable en payant 400 000 $ de dommages et intérêts à National Comics. C'est aussi cette année-là que Fawcett Publication décide de mettre la clé sous la porte. Mais 10 ans plus tard, en 1963, le personnage de Captain Marvel est une marque qui arrive à expiration. Elle est donc à nouveau disponible pour un éventuel intéressé. Orphelin, Captain Marvel est adopté en 1966 par MF Enterprises, qui conserve uniquement le nom de Captain Marvel pour l'un de ses personnages d'Android. Donc le personnage n'existe plus, mais le nom, oui. Mais oui, mais non. Pas foutu de créer un nom de personnage, non, il fallait en acheter un qui existait déjà. On est en 1966, ça y est, Timely Comics est enfin devenu Marvel Comics, et Marvel Comics estime que le nom de ce personnage doit leur revenir. Ou alors on peut estimer que c'est juste un gros caprice, que comme Captain Marvel existait avant Marvel Comics, bah il te doit rien du tout, que dalle, nada, pas de job. C'est alors que Marvel décide de payer MF Enterprises pour récupérer le nom, mais MF Enterprises refuse. Marvel tentera même un procès pour utilisation de marques déposées, ce qui est quand même un truc de bâtard puisqu'ils ne se sont appelés Marvel que sur le tard. Procès qu'ils perdront. Dans ta gueule. Mais MF Enterprises n'ira pas bien loin avec son personnage de Captain Marvel, seulement 6 numéros. En 1967, Marvel Comics obtient ce qu'il veut en rachetant le personnage. Tout ça pour ça. C'est tellement plus marrant de prendre la route pleine de virages plutôt que d'aller en ligne droite. Stan Lee va s'atteler à créer un nouveau personnage portant cet ancien nom mais tout neuf au sein de Marvel Comics. Mais ça, c'est l'histoire de Marvel Comics et vous avez maintenant les grandes lignes. Reste à vous expliquer pourquoi le Capitaine Marvel existe toujours chez DC. Si, je vous explique. Juste après une petite aspirine. De son côté, National Comics est devenu DC Comics et à cause de sombres histoires de droits, de règlements, de lois, des trucs hyper chiants que je ne vais pas explorer en détail car l'administration nous fait déjà suffisamment chier au quotidien, DC n'a pas pu racheter tout de suite le catalogue complet de Fawcett Publication comme il l'aurait voulu, mais les années passant, ils ont enfin le droit. Je déteste l'administration. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Mais n'oublions pas qu'entre-temps, Timely Comics est devenu Marvel Comics et qu'ils ont la propriété du nom complet Marvel Comics. Alors que DC Comics a le droit de récupérer le personnage Capitaine Marvel, mais pas le nom, en tout cas pas en couverture. Mais ils peuvent l'utiliser à l'intérieur des comics. Les comics ne s'appellent donc plus Captain Marvel, mais Shazam, puisque c'est le mot dont se sert Billy Batson pour se transformer en Captain Marvel dans les histoires du super-héros. Pour résumer, le personnage a le droit de garder son nom, mais il ne peut pas donner son nom au titre d'une œuvre. Perso, j'aurais été Marvel, j'aurais simplement créé un personnage qui s'appelle Captain DC. Ça aurait pu être amusant. Et peut-être qu'après, ils auraient pu faire de l'échangisme, enfin se les échanger. Oui, moi je préfère les solutions débiles à l'amiable, plutôt que des années de paperasse et de procès, où on ne sait même pas si vous serez encore en vie le jour du jugement. Du coup, c'est peut-être pas forcément moi le plus débile.
Peu à peu, DC a essayé de prendre de la distance avec le nom de Captain Marvel et a habitué les fans à l'appeler Shazam d'œuvre en œuvre, jusqu'à ce que ça devienne enfin son nom officiel. D'ailleurs, les nouvelles générations ignorent certainement que Shazam s'appelait jadis Captain Marvel. J'espère que tout ça est clair parce que je vois pas comment l'expliquer plus simplement. Vous connaissez ma passion pour ce genre de bordel administratif, alors surtout pensez au like, au boost, aux commentaires, parce que je crois que je mérite avec le taf que j'ai accompli pour comprendre tout ce merdier, et pour essayer de vous retransmettre ça sans erreur. Bon, vous aurez juste remarqué que des fois je dis Captain Marvel et d'autres fois Capitaine Marvel. Bon, c'est juste la version française. Ne me mettez même pas un pouce pour me dire que vous aimez la vidéo, mais pour me dire que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'administration nous en met. Billy Batson est un orphelin de 12 ans et c'est en traînant dans les tunnels du métro qu'il rencontre un vieux sorcier de la Grèce antique appelé Shazam. Qu'est-ce qu'il fout là le bonhomme d'ailleurs Un vieil homme qui combattit le mal pendant 5 millénaires. Trop âgé, il ne peut plus continuer sa lutte et cherche un successeur qu'il trouve en la personne du jeune Billy. Billy obtient donc les pouvoirs de Shazam, Shazam qui est un acronyme composé des initiales de 6 dieux grecs dont les qualités sont ici transférées en un seul bloc à Billy. Le S pour Salomon, dont Billy hérite de la sagesse, lui conférant ainsi un grand savoir, qui implique de grandes... Oups, ça c'est un concurrent, pitié, pas de procès. Lui conférant ainsi de grandes connaissances dans divers domaines, même ceux qu'il n'a jamais appris. Le H d'Hercule, dont il acquiert la force, une force semblable à celle de Superman. Le A d'Atlas, dont il aura l'endurance, lui permettant ainsi de ne pas être obligé de boire, manger, dormir, etc., là où un être humain serait déjà mort d'inanition une 50aine de fois. Il en est de même pour sa respiration qu'il peut retenir longtemps sous l'eau ou dans l'espace. Tout ça rappelant également fortement l'homme d'acier, bien qu'il faudrait prouver que Superman ait déjà prouvé ces compétences-là dans les comics avant lui. Le Z pour Zeus, car Billy pourra invoquer la foudre. Bon, ça Superman n'y sait pas faire. Sur ce coup, Captain Marvel ne lui a pas fait de tort. Le second A pour Achille qui transmet ici son grand courage lui permettant d'être imperméable à la peur. Un don que Superman a également naturellement et même s'il peut avoir peur, il ne renoncera jamais face à l'adversité lui non plus. Et le M de Mercure à qui il empruntera sa vitesse et sa capacité de voler. Rapidité et vol comme Superman. Le vol est parfois si rapide. Hein, Fawcett Publication ? Si Superman n'est pas connu pour avoir un super pouvoir d'intelligence, il est intelligent. Il n'y a donc véritablement ici que le pouvoir d'invoquer la foudre qui diffère complètement. Encore que la capacité de voler de Superman n'est pas tout à fait acquise début 1941. Superman faisant essentiellement des grands bonds qui ressemblent à des petits vols. Superman ne volera qu'à partir de la série animée qui sortira quelques mois après le serial Adventures of Captain Marvel. Superman aurait-il lui aussi pompé Captain Marvel ? J'aurais pas dû formuler ça comme ça. Je me suis envoyé une drôle d'image dans la tête. Il suffira donc maintenant au jeune Billy Batson de prononcer le nom de son mentor, Shazam, pour devenir un super-héros adulte qui aura comme nom Captain Marvel. Et c'est là une très bonne idée qu'a eue Fawcett Publication, car pour garder son identité secrète, c'est beaucoup mieux qu'une paire de lunettes et surtout les enfants pouvaient s'identifier encore plus facilement. Au lieu de simplement vénérer Superman qui était une version améliorée imaginaire de ce qu'il voudrait être, ils pouvaient rester à la fois des enfants et rêver qu'il était possible de devenir par alternance un super-héros. Et là-dessus, Fawcett ne se trompera pas, car le comic book de Captain Marvel, et je sais que ce que je vais dire va déplaire à ceux qui vénèrent Superman comme un dieu, le comic book de Captain Marvel sera le comic book le plus populaire et le plus vendu en son temps, dépassant celui de l'Homme d'Acier. Et d'ailleurs, bien plus tard, quand ils se rencontreront, Captain Marvel réussira à vaincre Superman. Ça fait mal, hein ? C'est peut-être ce qui fit rager le futur DC Comics qui décida de leur couper l'herbe sous le pied avec un procès afin de ne plus avoir de concurrents. Et comme on le sait tous, Superman ainsi que Batman reprendront la tête des ventes pour devenir deux des plus grandes icônes. Les deux plus grandes de l'histoire des héros super-héros. Difficile également aujourd'hui de ne pas voir dans le look de Captain Marvel / Shazam un mix entre Superman et le futur look de The Flash. Mais restons focus sur Captain Marvel et donc sa première apparition à l'écran et la première apparition d'un super-héros tout court au cinéma. Et donc voilà pourquoi il fut le tout premier. Son succès était record, le Captain Marvel fut le super vainqueur de la lutte acharnée entre les comic books. Bien qu'il se fera vite oublier dans les décennies à venir, avant de nous revenir ces dernières années avec un succès certes moindre que ses concurrents. Et après cette très longue introduction qui me semblait nécessaire afin de vous présenter un personnage méconnu du grand public, focus sur le serial de 1941 en 12 épisodes, Adventures of Captain Marvel. Ça y est, on y est!
Le 28 mars 1941 sort donc sur les écrans Adventures of Captain Marvel avec l'accroche suivante: l'homme le plus puissant de l'univers des bandes dessinées devient l'homme le plus fort à l'écran. Bon, en anglais évidemment, je vous ai fait la traduction. Suite de l'accroche publicitaire, tous les autres pâlissent face à cette forteresse humaine qui ne trouve aucune barrière insurmontable dans son incroyable combat pour la justice. L'homme super fort, défiant un démon assoiffé de pouvoir qui menace d'asservir le monde avec une armée de démons sanguinaires. Et le sérial est à la hauteur de sa publicité car il rencontre un très gros succès au box-office. Mais une publicité un peu beaucoup mensongère quand les démons sanguinaires sont en fait des êtres humains lambda, des méchants classiques. Mais ça vous le verrez dans les minutes à venir. Pour un coût estimé à environ 145 000 $, 12 épisodes sont mis en chantier et réalisés par William Whitney et John English. Un premier épisode d'environ 30 minutes suivi de 11 épisodes d'environ 16 minutes. Le tout s'étendant donc sur 12 semaines consécutives en salle. Des courts-métrages souvent projetés avant un long-métrage, voire accompagnés de dessins animés les samedis matins. Jour des enfants. Pourquoi ils sont pas à l'école, ces sales petits merdes? Passons maintenant en revue les 12 épisodes de Captain Superman, de Super Marvel, de Captain Marvel. Shazam! Dans le pilote, nous découvrons Ossiam, ancien nom de la Thaïlande, une expédition archéologique menée par le professeur Malcolm. Vous l'avez breveté? Dont fait partie Billy Batson, ici représenté sous les traits d'un jeune homme, reporter radio, et non d'un enfant pauvre de 12 ans traînant dans les couloirs du métro. Et oui, déjà dans les années 40, on ne respectait pas les puristes. Cela dit, à l'époque, ils n'avaient pas de réseaux sociaux pour gueuler, donc leur avis, on s'en carrait un peu l'oignon. Je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. L'ironie est qu'en mars 1941, quand sort le sérial, les Américains pouvaient encore aller et venir comme bon leur semble au Siam, alors que dès décembre de cette même année, le Siam signe une alliance militaire avec le Japon, et en janvier 1942, la guerre est déclarée avec les États-Unis. Je viens de plomber l'ambiance, non? Revenons au sujet. L'expédition découvre une crypte et seul le jeune Billy, respectueux de l'avertissement mis en place, refuse de passer l'entrée. Ça aura son importance. L'expédition découvre un artefact, celui du scorpion d'or dont les lentilles de quartz génèrent un rayon désintégrant. Et ils le découvrent en actionnant le mécanisme qui va les emprisonner dans la crypte. Punition divine? J'ouvre une parenthèse geekesque. Tout à l'heure, j'évoquais MacGyver, et justement, le scorpion d'or et cette histoire d'alignement des lentilles de quartz n'est pas sans me rappeler l'épisode 4 de la saison 5, La légende de la rose, où Mac active l'ancêtre d'un laser grâce au rayonnement du soleil à travers plusieurs sceptres et un jeu de miroirs, ce qui a pour conséquence d'ouvrir une chambre souterraine. Fin de la parenthèse geekesque. Alors que ses amis sont en péril, Shazam apparaît à Billy Batson et lui fait le même topo que dans le comic book au sujet de son combat millénaire et des capacités des dieux de l'Olympe dont il va hériter. Notons que Billy Batson / Captain Marvel et le sorcier Shazam sont les seuls personnages des comics ici intégrés au sérial. Plus tard, quelques personnages du sérial seront à l'occasion réintégrés dans les comics. Et voilà Billy devenu un super-héros, des pouvoirs et un statut de protecteur dont il jouira jusqu'à ce que le scorpion d'or ne soit plus un danger. Billy pourra ainsi pour la première fois déclamer Shazam et se transformer en son nouvel alter ego, Captain Marvel, et sauver ses amis. D'ordinaire dans les comics, un éclair transforme Billy en Captain Marvel et inversement, le sérial se contentera d'un simple nuage de fumée. Concept intéressant, quasiment jamais exploité dans l'histoire des super-héros, le même personnage sera incarné volontairement par deux acteurs différents, soit Frank Coughlin Jr. pour incarner Billy Batson et Tom Wyler pour incarner Captain Marvel. Et il faut l'avouer, c'est peut-être l'astuce scénaristique dans une histoire de super-héros la plus crédible pour justifier pourquoi les proches du héros ne le reconnaissent pas quand il est en civil. Pas le même âge, pas la même carrure, pas le même physique, difficile de mieux brouiller les pistes. Le rayon de l'idole est si puissant que d'après eux, il pourrait détruire l'humanité. Mais évidemment, au nom de la science, on ne détruira pas le scorpion d'or, on préférera répartir les éléments entre les différents membres de l'expédition. Et dès ce premier épisode, on constate que l'entreprise est très sérieuse pour l'époque, point de bouffonnade. Du moins pas volontaire, car il y a quand même cette scène où une tribu locale les attaque et se catapulte avec des arbres, scène qui est facilement détournable aujourd'hui. Catapulte! Et Captain Marvel tue, et pas avec du petit matos dans cet épisode. Il se prend pour Rambo. Les effets de vol ne sont pas dégueux du tout, effets obtenus en plaçant un mannequin ou l'acteur sur un fil sur lequel on le lançait ou en le plaçant sur un treuil. Certes, les lancers de mannequins pendant les combats, eux, ont un peu plus mal vieilli, mais ça fait la blague. Captain Marvel est insensible aux balles, peut casser une arme à main nue, faire des sauts arrière, et effectivement, on la voit la ressemblance flagrante avec l'alien de Krypton. Excusez-moi monsieur, je crois que vous occupez ma place. L'épisode s'arrête sur un cliffhanger, une voiture sur un pont qui s'effondre. Captain Marvel pourra-t-il sauver ses amis? La réponse, la semaine prochaine. Bon, là, en l'occurrence, dans cette vidéo, réponse dans la minute prochaine. Shazam!
Après un petit résumé de l'action et les dernières secondes de l'épisode précédent, nous reprenons là où nous nous sommes quittés. Et je vous le donne en mille, Captain Marvel intervient à temps pour sauver les occupants de la voiture en chute libre, à savoir Betty, la Lois Lane de service, et le personnage de Whitney. Oui, comme le nom du réalisateur. De retour aux États-Unis, l'expédition a été suivie par un mystérieux personnage appelé Scorpion, qui compte bien réunir tous les éléments du Scorpion d'Or afin d'asservir l'humanité. Oui, déjà à l'époque, rien n'a changé. Détenant déjà le Scorpion d'Or, le grand méchant en chef demande à ses hommes de main, afin de garder les siennes propres, de récupérer les lentilles de quartz. Dans les détails prêtant à sourire, il y a cette scène où l'on voit clairement que le mécanisme pour fermer le petit rideau n'a pas fonctionné complètement. Qu'à cela ne tienne, on trichera sur le plan suivant, créant ainsi un faux raccord. C'est pas grand chose, mais ça se voit tellement. Quant au mannequin, il a tellement impressionné le réalisateur qu'il fut réengagé pour une deuxième journée de boulot. On pourra aussi sourire de l'attitude de lémurien affolé qu'adopte Captain Marvel en apparaissant derrière cette fenêtre. Et franchement, je pinaille parce que j'adore vous amuser, mais clairement le sériol n'est pas du tout nanardesque, sauf si vous n'êtes pas du tout capable de recontextualiser l'époque de cette œuvre. Les méchants veulent des informations sur les lentilles de quartz, et pour ça n'hésitent pas à menacer un gentil. Pourquoi me fait-il du mal? Parce que c'est un méchant. Ils le menacent de le passer à la guillotine, et c'est là que Captain Marvel intervient. Un Captain Marvel bizarrement sensible à l'électricité. Et ça se vante d'égaler, voire de surpasser Superman. Mais c'est dans le but de nous offrir un joli cliffhanger. Captain Marvel, inconscient, avance dangereusement vers la guillotine. Imaginez le stress et l'impatience des petits ricains d'antan, se demandant s'il allait survivre, et être obligé d'attendre une semaine pour avoir la suite. Évidemment, on se doute de la résolution du problème en début d'épisode 3. Captain Marvel va se réveiller à temps. Ah bah non, en fait. Très sympa. Et en tout cas, ça prouve que c'est vraiment un homme d'acier. Non. Il me faut une autre matière résistante pour éviter le procès. Et ça prouve que c'est vraiment un homme en carbone vitreux. Ça a quand même moins la classe. Ce troisième épisode commence donc fort et nous montre vraiment la puissance de Captain Marvel, même si je comprends toujours pas comment un homme qui contrôle la foudre peut tomber inanimé à cause d'un coup de jus, mais je le rappelle, 1941. Quoique c'est le genre de conneries dont est capable le MCU en 2026. Remis de ses émotions, Capitaine Marvel, découvre que le professeur Carlyle, le gentil attaqué par les méchants dans l'épisode précédent, est agonisant. Ce dernier a assez de souffle pour lui révéler qu'il connaît l'identité du Scorpion, mais plus assez pour révéler cette fameuse identité. Mais pourquoi tourner autour du pot comme ça? Est-ce que déjà à l'époque, les hommes laissaient ressortir leur côté féminin? Ah, t'as dit quoi? Betty connaît la cachette de la lentille de quartz. Bah non, c'est la lentille de Carlyle. Et elle décide d'aller la chercher. Sur la route, elle se fait capturer dans un camion, ligotée au volant de sa voiture et est en passe d'être gazée. Et comme si ce n'était pas suffisant, les conducteurs changent de véhicule, laissant Betty dans sa voiture, dans leur camion, dans la merde à toute vitesse et se dirigeant vers la falaise. Captain Marvel se lance à sa rescousse, arrivera-t-il à temps? Eh bien oui, sinon ça serait vraiment un gros nul. Captain Marvel sauve Betty inconsciente et redevient Billy. Mais les vilains méchants pas gentils n'ont pas dit leur dernier mot. Voulant se venger du jeune Billy, ces derniers installent une bombe. Celle qui donne son titre à l'épisode. Ah bah enfin, c'est pas dommage? Du coup, à ce timecode de l'épisode, est-ce qu'on peut considérer que le titre est un spoiler? En tout cas, ça porte bien son nom, c'est une bombe à retardement. Et c'est à bord d'un avion piégé que Billy prend la voie des airs. Ses collègues essaient de le prévenir, mais la radio a été volontairement débranchée. L'avion explose soudain. Ah ouais, alors que Billy est toujours Billy. Donc un simple humain sans pouvoir. Vous les visualisez, vous aussi, les petits ricains accrochés à leur fauteuil en train de se pisser dessus? J'ai eu un accident. Ce cliffhanger est plutôt alléchant. Mais c'était sans compter sur la fourberie, la magie du montage. Première déception, excusable pour l'époque, mais quand même, on s'est fait entourlouper. On revoit les dernières secondes de l'épisode en y incluant de nouveaux plans montrant que Billy a vu la radio débranchée. Il la rebranche et entend de justesse l'avertissement de ses amis. À ce moment-là, je me dis, ok, il va dire Shazam juste avant que ça explose. Mais double déception, il se transforme et a le temps de s'envoler hors de l'avion avant qu'il n'explose. Dommage, ça aurait été plus badass qu'il soit dans l'explosion. Oui, je sais, je suis en train de pinailler sur une œuvre qui a plus de 80 ans et que seulement 3 personnes en France ont vu. Billy prétextera avoir été sauvé par Captain Marvel. Pas du tout schizo le garçon. Notre héros manque d'être assassiné par la chute d'un bac à fleurs. Oui, on vient de te balancer une jardinière sur la gueule, c'est peut-être le moment de douter. Dans les détails amusants de l'épisode, on remarquera le trou espion découpé dans le rideau, le summum de la discrétion. Et j'imagine la femme ou la mère du méchant qui va l'enguirlander quand elle rentrera à la maison.
ou qui va le recoudre dans son dos. Captain Marvel est capturé, Betty, la Lois Lane de service, aussi. Et venez pas me parler de demoiselle en détresse, là il y a un mec aussi dans la même situation. Bon, même si Betty, elle a commencé à en faire une routine. Hein. On remarquera qu'une fois bâillonné, Billy ne peut apparemment pas prononcer le mot Shazam, même en marmonnant. Apparemment, ça compte pas. Cela dit, ici, il essaie même pas de le dire sous le bâillon. Il a un peu flou ce pouvoir quand même. Ça marcherait uniquement si on parle très distinctement, un peu comme avec Alexa. Du coup, si t'as un rhume et que tu dis Shazam, tu meurs comme un con sans pouvoir te transformer? Question existentielle. Billy réussit enfin à baisser son bâillon et peut prononcer Shazam. Et s'il avait eu un cheveu sur la langue? Bref, trop de questions. Pas content, Captain Marvel menace de jeter un méchant pas gentil tout plein sur la planche cloutée. « Je veux pas devenir fakir, papa !»« Je m'en fiche, tu apprendras !»« Mais ça pique !» De son côté, Betty, plutôt débrouillarde, se sert d'une voiture pour se sauver et défoncer un obstacle et, chose intéressante qu'on voit rarement, les débris de l'obstacle assomment la conductrice. Et c'est complètement logique en fait. Mais je me rends compte que j'ai pas vu ça souvent. Par contre, ce que je n'ai jamais revu, et mieux vaut pas qu'on le revoie, c'est cette voiture à la conductrice inconsciente qui prend parfaitement les virages toute seule dans le parking. Et malgré mes recherches assidues, je n'ai aucune preuve que cette voiture pourrait être parente avec Kit. Si vous avez la ref, hein, dites-le moi en commentaire que je me sente moins seul. L'épisode se termine alors sur la pauvre Betty qui fonce droit vers un mur, mais comme elle est inconsciente, il n'y a que le spectateur qui prend peur. Shazam! Captain Marvel arrive à temps et il semble même avoir eu le temps de piquer un petit somme en vol. Il sauve Betty en tirant le frein à main. Basique. Et pris de colère, Captain Marvel affronte les méchants qui lui font tomber un moteur sur la tronche mais qu'il rattrapera aisément. Enfin qu'il rattrapera, parce que clairement là, il a pas l'air super fort. Hein. Mon moment préféré à presque chaque épisode est arrivé, le lancer de mannequin. Oui! L'un des vilains méchants essaie de se sauver mais Captain Marvel va hisser l'ascenseur jusqu'à lui. Sympa l'idée. Captain Marvel exige de savoir qui est Scorpion, mais le sbire ne connaît que sa voix, car il l'a toujours vu masqué. Captain Marvel décide donc de confronter cet homme de main à la tablée habituelle de ses collègues, afin qu'il puisse reconnaître la voix de Scorpion, qu'il soupçonne être l'un des membres de l'expédition. Mais là, il y a une grosse ellipse scénaristique, parce qu'on nous explique pas comment l'homme de main passe des mains de Captain Marvel à celles de Billy, sans que l'homme de main ne sache qui est qui. Ni pourquoi le sbire n'essaie pas de se sauver alors qu'il est aux mains d'un petit reporter pas très impressionnant. C'est un peu le Tintin de service maintenant que j'y songe. Le sbire dit ne pas reconnaître la voix. Merci, tu as prouvé ta parfaite inutilité. Scorpion est bien l'un des membres de l'expédition, puisque ce dernier aura le temps de glisser un mot dans le chapeau du sbire en sortant de la pièce. C'est quand même pas discret hein, tout ça. Mais pour le spectateur, on n'y voit que du feu et le suspense est ménagé jusqu'au bout. Scorpion est plus que décidé à éliminer Billy de plus en plus dans leurs pattes et aussi parce qu'ils en ont marre de voir Captain Marvel toujours venir le sauver in extremis. Je dirais bien que c'est le moment d'en déduire quelque chose, mais en fait ici, non. Je suis tellement habitué aux super-héros dont l'identité est évidente que j'en oublie qu'ici, c'est complètement logique. Comment voulez-vous soupçonner que ce petit gars et Captain Marvel ne font qu'un ? Alors qu'un nouveau piège est tendu, Billy a de meilleurs réflexes que l'homme de main sacrifié et pourra se transformer à nouveau pour s'extraire du piège. Scorpion se sert du scorpion d'or qui fonctionne avec une seule lentille. Mais alors qu'est-ce qui nous emmerde à chercher les autres ? Du pouvoir, toujours plus de pouvoir ! Tous les mêmes ces méchants. Le rayon fait même fondre la roche, emprisonnant notre héros, maintenant en proie à de la... roche-lave ? La suite au prochain épisode. Shazam! Les méchants pensent avoir tué leur ennemi et se lancent en toute sérénité dans la même quête habituelle, retrouver les lentilles de quartz. Contrairement à l'accroche de KV1, ici ils sont bienvenus pour trier des lentilles. Captain Marvel, voyant que l'entrée principale est bouchée à cause de flots intempestifs, décide de passer par l'arrière. C'est un truc qu'on fait tous quand on est en couple, au moins une fois par mois. Les méchants obtiennent une nouvelle lentille, Captain Marvel prend de l'élan pour un saut tout bidon, il récupère la lentille et pendant ce temps, Scorpion tente de s'emparer d'une autre lentille. Je commence à en avoir marre de prononcer le mot lentille. Pour cela, l'antagoniste exécutera l'un des membres de l'expédition avant d'échapper de justesse à Captain Marvel en se cachant derrière un rideau. Alors là où je suis, tu sais pas... Captain Marvel tente de s'emparer de la lentille, toujours en place mais l'électricité n'étant pas sa meilleure alliée, servira à Scorpion afin de neutraliser violemment son ennemi qui restera inanimé. Ironique venant d'un héros de dessin. Shazam! Captain Marvel tente de s'emparer de la lentille toujours en place, mais l'électricité n'étant pas sa meilleure alliée, servira à Scorpion afin de neutraliser violemment son ennemi qui restera inanimé. Ironique venant d'un héros de dessin. Oui, moi aussi je vous remets les dernières secondes de mon précédent épisode. Je vais équater ce que je veux d'abord. Scorpion vole la lentille de quartz et Captain Marvel se réveille trop tard. Quelque temps après, Betty roule seule en voiture. Et vous le voyez venir ? Un homme sort de son coffre et tire dans le pneu. Betty s'arrête pour finir kidnappée.
Je la soupçonne de plus en plus d'aimer se faire ligoter et enfermer dans des endroits sombres, la petite Betty. Betty se saisira des clés de la voiture et fera semblant de les jeter par la fenêtre afin de faire perdre du temps aux méchants qui les cherchent en vain. Captain Marvel n'hésite pas à frapper plusieurs fois un méchant pour soutirer des informations sur le où qu'elle est Betty et pourquoi qu'elle est toujours en train de se faire kidnapper cette grosse. Connaissant enfin la réponse, Captain Marvel s'élance à sa recherche. Saluons le retour du mannequin. Salut! Après avoir prouvé sa brutalité, Captain Marvel prouve également qu'il s'en carre les collants de rattraper l'un des hommes de main qui chute maladroitement dans le vide. Je ne porterai aucun jugement, je valide cette façon d'empêcher la récidive. Captain Marvel révèle à Betty que Billy sait comment le contacter. Et qui c'est qui a oublié de prendre son traitement pour le dédoublement de la personnalité? Entendant cela, le nouveau plan de Scorpion est de kidnapper Billy et Betty pour changer. Ils lui serviront d'appât pour faire venir Captain Marvel. Betty, en ayant marre de faire la godiche, s'empare d'une arme et tire sur Scorpion, touché à la main. Pendant ce temps, Billy se retrouve face à sa kryptonite, le bâillon. Betty tente de contacter son sauveur qui reçoit bien le message puisque Billy est tout à côté. Problème de taille, ils sont enfermés dans des cabanes sur un champ de tir et les avions prêts à bombarder approchent prêts à larguer leurs bombes. Alors que les bombes pleuvent et explosent tout autour de leur cabane, Betty est assommée. Fétichisme de l'assommement également? Et Billy est toujours dans l'incapacité de prononcer Shazam. Et si quelqu'un à côté de lui prononçait Shazam pour lui, ça marche ou pas? Admettons qu'il signe une lettre de procuration. Je me prends trop la tête, c'est ça. Shazam! Comme vous commencez à vous en douter maintenant, Billy a réussi à retirer son bâillon et à prononcer... C'est quoi déjà le mot? Shazam, oui ça va, c'est pas dur à retenir, hein. Faudrait quand même être sacrément demeuré. Alors que Billy et Betty pensent pouvoir reconnaître le Scorpion grâce à sa blessure à la main, aucun ne semble avoir de cicatrice. C'est alors qu'une idée brillante germe, leur faire signer un document afin de voir lequel aurait la main qui tremble. Et il semble y avoir un coupable tout désigné. Scorpion décide de tuer Billy, définitivement. Tu nous l'as déjà faite, celle-là. Billy est enfermé dans un garage avec des gaz d'échappement, se transforme en Shazam, détruit la porte et donne une leçon à ses assaillants. Il commence à y avoir une certaine redondance. Salut! Les soupçons se portent maintenant sur le professeur Lang qui nie les faits. Ce dernier invite ses amis à s'asseoir non sans avoir au préalable demandé à son majordome d'ouvrir le gaz. On est dans les années 40, le gazage apparemment c'était une mode. J'aimerais qu'on m'explique comment le professeur Lang fait pour tenir le coup alors qu'il est à côté de la grille d'aération alors que les autres plus éloignés perdent connaissance en premier. Mais en vérité, le professeur Lang est victime des apparences et ne désire qu'une chose, mettre Billy à l'abri. Il profite donc de son inconscience pour la mener en lieu sûr. Ce que le professeur Lang ignore, c'est que la voiture de ses poursuivants, qu'ils ont volée à Billy, est piégée et que si elle dépasse les 50 miles, elle explose. Les poursuivants tentent de dépasser les poursuivis, atteignant ainsi les 50 miles. Shazam! Le Dr Lang et Billy ont simplement été envoyés dans le décor suite à l'explosion, mais sont sains et saufs. Ouf! Si j'avais été un enfant de 8 ans dans les années 40, j'aurais flippé. Le Dr Lang essaie d'arrêter un véhicule, tout à fait ravi de répondre à sa demande puisque ce sont les hommes de Scorpion au volant. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Ce dernier torture le Dr Lang avec une sorte de vierge de fer afin de connaître la localisation de sa lentille. À bout de force, Lang dévoile tout, de peur d'être à nouveau torturé certainement et de finir pendu. Et ça serait dommage d'avoir le Lang bien pendu. Billy reprend enfin conscience et se transforme. Scorpion se servira du Dr Lang comme d'un bouclier et le Dr Lang, sans la moindre blessure apparente, agonise non sans avoir eu le temps de prévenir Betty de l'arrivée imminente de Scorpion, ainsi que de la combinaison du coffre afin qu'elle s'empare de la lentille de quartz avant lui. Au passage, Captain Marvel semble se prendre une balle dans la... Oh non, tu lui as tiré dans la bite. Heureusement pour lui, cette partie de son corps semble aussi solide que le reste. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tout le contraire de la porte en carton que défonce Captain Marvel, qui s'élance à la poursuite de Scorpion. Pendant ce temps, les hommes de main parviennent jusqu'au coffre du Dr Lang et ne réalisent pas qu'au fur et à mesure qu'ils composent le numéro, un piège à base de mitrailleuse sort du mur. Mais Betty arrive à temps, également pendant que Captain Marvel fait des pirouettes et des glissades avec ses nouveaux amis. Tout ça pour moi! Entendant l'arrivée de Betty et Billy, les méchants se cachent car ils n'ont pas compris que c'était eux les méchants censés faire peur, ni qu'ils auraient pu finir de faire la combinaison, ça prenait que quelques secondes. Bon ok, ils seraient morts, mais ils sont pas censés le savoir. C'est au tour de Billy et Betty de faire la combinaison du coffre et de ne pas voir les mitrailleuses qui surgissent. Et aux spectateurs d'attendre la semaine prochaine pour savoir la suite. Shazam! Et comme nous sommes dans un monde de super-héros, le hasard fait super bien les choses. L'homme de main numéro 1 décide d'assommer les gentils juste avant qu'il ne compose le tout dernier numéro de la combinaison.
Comme ça, c'est lui tout seul comme un grand qui peut le faire, s'emparer de la lentille et se faire descendre par les mitrailleuses. Les chargeurs vides, les 2 hommes de main restants peuvent s'emparer du contenu du coffre et s'échapper. Billy, bien qu'un simple petit bonhomme, se lance dans un combat viril pour les arrêter, mais réalise bien vite que sans son alter ego, il ne tient pas la route. Une bombe fumigène plus tard, le voilà à nouveau prêt à en découdre. Les derniers survivants de l'expédition archéologique décident de repartir au Siam pour trouver une ultime lentille manquante qui serait restée dans le tombeau. Pour des fouilleurs, vous êtes pas très doués. Comme jamais aucun plan ne se passe sans accroc, une tempête éclate les mettant en péril et l'équipe réussit tant bien que mal, mais plutôt bien, à s'en sortir grâce à un système de nacelle qui ressemble à une culotte de grand-mère géante comme dans les dessins animés. Et une fois en sécurité, ils réalisent que... où qu'elle est Betty? Alors vous n'êtes pas du tout familier avec le concept des femmes et des enfants d'abord. Hein. Betty est inconsciente, c'est une blonde vous me direz, car elle se fait assommer par Scorpion. Ah, pardon. Cela dit, elle commence à devenir assommante à se faire assommer. Billy reprend donc la culotte de grand-mère télésiège afin de secourir Betty, mais les cordages finissent par lâcher et le bateau sombre définitivement. Shazam! Billy, toujours Billy, montre à nouveau son cœur vaillant en sauvant Betty et en la menant jusqu'au rivage. Serait-ce une manière de nous dire qu'au fond de lui, Billy est un super-héros même sans pouvoir? Cela dit, les super-pouvoirs c'est bien arrangeant pour arrêter les balles avec sa teub. C'est du béton. Scorpion enrôle la tribu locale afin de tendre une embuscade à nos protagonistes. Captain Marvel obtient des réponses grâce à la force. Comme quoi ça sert de ne pas être qu'un freluqué au grand cœur. Le plan est d'ensevelir notre équipe grâce à un glissement de terrain. Un premier plan que déjouera Captain Marvel, mais Scorpion a plus d'un tour dans sa cagoule et décide de forcer une éruption volcanique afin de faire croire à la tribu que la colère divine éclate contre le vilain homme blanc de la ville. Je dis que tu n'es qu'un homme blanc de la ville. L'éruption volcanique, et je ne parle pas de l'acné de Billy, provoque des séismes faisant s'écrouler des parties de la grotte emprisonnant les derniers membres de l'équipe. Et les taux se resserrent, l'un d'entre eux est forcément Scorpion. Mais qui est-il? Réponse dans l'épisode final. Oui, je surjoue un petit peu l'engouement. Shazam! Betty et Whitney trouvent refuge dans un renfoncement les mettant à l'abri. Malcolm et Bentley, dont je commence seulement à retenir vaguement les visages, trouvent un passage qu'ils empruntent dans l'espoir de sortir de ce tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau! C'est alors que le Scorpion se révèle à son collègue, mais grâce à un savant jeu d'ombre et d'accoutrements similaires, il est encore impossible de savoir qui est qui pour le spectateur. Sauf si vous avez une bonne oreille et que vous avez reconnu la voix de ces personnages jusqu'ici interchangeables depuis le début. Captain Marvel sort ses amis des décombres sous le regard de Scorpion, également sorti de la grotte et qui assiste à la transformation de Captain Marvel en Billy Batson. Scorpion connaît enfin une partie de la vérité, mais ce qu'il veut c'est savoir comment une telle transformation est possible. Un petit saut de voiture au-dessus du vide plus tard, tout le monde est capturé. Scorpion exécute l'un des membres et menace Betty d'être la prochaine si Billy ne lui révèle pas son secret. Sauf que t'as oublié de lui enlever son bâillon pour qu'il te réponde, con. Et alors que Scorpion ignore comment Billy se transforme, il est pourtant le seul à avoir un bâillon parce que... le super hasard. Comprenant enfin qu'il peut marmonner derrière un bâillon, Billy essaie de faire comprendre à Scorpion qu'il va parler. Scorpion comprend enfin que pour entendre les réponses de Billy, il faut lui retirer ce qu'il lui a mis dans la bouche. Non, c'est trop facile. Je ferai aucune allusion à la queue du Scorpion. Captain Marvel se dévoile donc enfin en public et Scorpion est également découvert en la personne de Bentley. Lui ou un autre en fait. Prise au piège, Scorpion tente désespérément de prendre Betty en otage mais sera tué par le rayon du Scorpion d'or qui le vaporise. Vaporiser? Un corps peut être vaporisé? Ah oui. Tout est bien qui finit bien, l'artefact est jeté dans la lave afin que plus personne ne s'en serve à mauvais escient. Le truc qu'il fallait faire depuis le début en fait. Ou alors tout simplement ne pas créer une arme de destruction. C'est une idée aussi. Le Scorpion d'or détruit, les pouvoirs de Captain Marvel disparaissent, laissant place à Billy. Dommage parce que je crois que Betty aurait voulu vérifier par elle-même la mythique solidité de ce dont nous avons parlé jadis. Mission accomplie, tout le monde peut rentrer au pays sous les ovations de la tribu réconciliée avec l'homme blanc. Tout le monde peut arriver à changer! Le serial eut un tel succès qu'une saison 2 était évidemment envisagée, mais ne verra jamais le jour car National Comics fera un procès pour concurrence déloyale, ce qu'on peut traduire par « Bouh, les vilains, ils ont copié ma feuille, je vais le dire à la maîtresse !» L'ironie, c'est que Republic Pictures, qui distribue le serial Adventures of Captain Marvel, voulait acquérir les droits de Superman pour lancer un serial sur lui. Et National Comics refusa. Donc ils se reportèrent sur son concurrent, Captain Marvel, qui cartonna. Gna 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 gna.
Alors globalement, qu'est-ce que je pense de ce sérial que vous pouvez au passage trouver soit sur YouTube, soit en DVD sous-titré chez Bagfilm? Eh bien, si vous savez vous resituer dans l'époque, c'était plutôt pas mal. Je ne vais pas avoir envie de le voir et le revoir, je dirais qu'une fois suffit, surtout après avoir passé autant de temps à travailler dessus et vous avoir fait une analyse qui est maintenant imprimée dans mon crâne, mais je me suis surpris à ne pas m'être ennuyé, à ne pas avoir vu un sérial trop poussiéreux et surtout des effets tout à fait corrects pour son époque et des cliffhangers de plutôt bonne qualité, même si très vite nous n'avons plus confiance en ce que nous voyons, sachant qu'à l'épisode suivant, le montage fera ce qu'il veut pour dénouer la situation. Mais globalement, c'était agréable. Je dois avouer que les personnages de l'expédition, mis à part Betty, la seule femme, sont tous un peu interchangeables pour moi avec leur tronche de notaire constipée, et qu'il ne se crée pas un vrai suspense pour savoir qui est Scorpion, et qu'au moment de la révélation finale, je me suis juste dit « Ok, donc c'est lui ». Je ne me suis pas vraiment senti impliqué dans cette partie scénaristique, préférant les exploits du super-héros. C'est drôle parce que c'est un reproche que l'on fait souvent aux films modernes, comme quoi rien ne change. Je n'ai pas changé. Dans les détails complètement inutiles que j'avais quand même envie de mentionner, j'ai remarqué au cast la présence d'un certain Robert Strange. C'est le nom de l'acteur, couchez Marvel, vous n'avez aucun droit. On remarquera dans les crédits que Scorpion est crédité à himself. Il faut dire que le comédien sous le costume changea à plusieurs reprises, seule la voix resta constante, celle de Gérald Moore, qui porte effectivement bien son nom à l'heure actuelle. Tom Weiler, qui interprète Captain Marvel, jouera 2 ans plus tard un autre héros de comics dans un serial, The Phantom. On compte quand même quelques victimes dans ce serial, dont quelques-unes de la part de Captain Marvel. Est-ce bien super-héroïque tout ça? Captain Marvel a été inspiré par les traits de l'acteur Fred McMurray, qui ne fut, cela dit, pas choisi pour le rôle. Le physique, oui, le jeu, non. Pourquoi je pense à Megan Fox quand je dis ça? L'un des voyous du film est incarné par un certain James Fawcett, qui n'a pourtant aucun rapport avec l'éditeur. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Bien que l'âge de Billy dans le serial ne soit jamais révélé, on peut l'estimer à minimum 16 ans, car le personnage sait conduire une voiture. Et au passage, un avion. Vous aurez remarqué que le méchant Scorpion, créé spécialement pour le serial, est aussi un futur nom de futur méchant très célèbre chez Marvel. C'est dommage que Fawcett soit mort et enterré, il aurait pu faire un procès. L'arme du Scorpion d'or présente dans cette série sera réintroduite dans la série de comics de Captain Marvel de 1994, le pouvoir de Shazam. Les scènes de la grotte en fusion et de la lave du chapitre 6 sont reprises dans le serial Radar Men from the Moon de 1952 dans le chapitre 2. Le costume de Captain Marvel, rouge dans les bandes dessinées, était en réalité bleu-gris afin de mieux rendre en noir et blanc. Vous pouvez également trouver sur le net la version colorisée. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On pourra résumer en disant que Captain Marvel connut donc de glorieuses années entre mars 1941 et novembre 1953, avant de s'éteindre, mais tel le phénix, il renaîtra de ses cendres, mais ça, c'est pour une lointaine prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez surtout pas de faire progresser la chaîne, les likes, les commentaires, l'abonnement, le boost, je sais tout ça, c'est le blabla qui vous casse les noix, mais votre soutien est à une chaîne YouTube, ce que Gwen Stacy est à Peter Parker, ce que la cape est à Superman et ce que les collants rouges sont à mon tonton Marcel. Il est gentil, mais on l'invite plus aux réunions de famille. I'm no Superman.